Bienvenue dans la salle de situation, l'émission hebdomadaire qui traite des questions clés de la géopolitique sur Internet et aussi de sujets essentiels comme « Quand ai-je perdu mes cheveux bruns, mes cheveux ?» Début de la vingtaine, le bon vieux temps. Cette semaine, nous allons répondre à certaines de vos questions sur des thèmes assez lourds. D'un point de vue général, cela inclut-il mes cheveux, aperçu de la bataille entre la police brésilienne et le Commando Vermelho à Rio. Cela a causé plus de 100 morts et soulevé la possibilité d'une intervention militaire américaine au Nigeria. Nous allons aussi examiner une nouvelle ère de fournisseurs d'armes, ainsi que d'aborder ce que cela signifie pour notre équipe de devoir regarder des vidéos comme celles qui ont récemment émergé de la ville soudanaise d'El Fasher. Parce que cette merde... D'abord, analysons une question sûrement sur toutes les lèvres. Quelles sont les chances d'une nouvelle grande guerre ? Les repères temporels sont ci-dessous. Et si vous voulez avancer, ne le faites pas. J'adore le temps de visionnage, vous savez, ça aide à faire grandir la chaîne et tout ça. Merci beaucoup. Commençons par ceux qui craignent la Troisième Guerre mondiale. Y en aura-t-il une ? Voilà la question. C'est de Roger Marc, 1454 Thiédoire. A-t-il vraiment un risque de guerre ouverte à grande échelle entre l'Organisation des Nations Unies et la Russie ? Ou comptez-vous multiplier les guerres par procuration et les actions clandestines dans un jeu de faux-semblants et de déni plausible ? En pensant au fait qu'une guerre de cette ampleur coûterait très cher aux deux camps et laisserait des failles dans l'armure que d'autres acteurs pourraient exploiter. D'accord, maintenant cette question touche à plusieurs problèmes fondamentaux de la guerre moderne, et peut-être le plus important, c'est que la guerre moderne doit exister dans le monde moderne. Vous avez mentionné quelque chose dans votre question qui n'a vraiment pas tendance à être abordé lors de conversations informelles sur les conflits modernes. Mais les dirigeants mondiaux et les gouvernements doivent être extrêmement prudents quant à l'équilibre du coût de la guerre. Pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes de souffrance et de destruction infligée à une nation participante et à son peuple. Ces coûts n'ont jamais été faciles à gérer pour les nations à travers l'histoire, mais ils n'ont jamais été aussi difficiles à équilibrer qu'ils le sont aujourd'hui. Réfléchissez au fonctionnement de la société moderne. Partout dans le monde, pas seulement dans les pays occidentaux riches. L'information est aujourd'hui plusieurs ordres de grandeur, plus facile d'accès qu'elle ne l'a jamais été. Et par conséquent, il est devenu beaucoup plus facile pour les citoyens ordinaires d'apprendre et de comprendre l'ensemble des couteaux sociaux que leurs dirigeants leur imposent. Par exemple, pendant de longues périodes de l'histoire ancienne et du début de l'époque moderne, les dirigeants puissants pouvaient simplement transférer les coups les plus douloureux de la guerre sur de véritables armées d'esclaves, ou utiliser des systèmes de classes polysociales et de castes très stricts pour s'en assurer. La grande majorité des vies détruites étaient celles de personnes qui n'avaient aucun véritable pouvoir de décision dans la société qu'elles habitaient. Les membres d'une paysannerie féodale dans une région auraient du mal à avertir les paysans d'un autre domaine de la véritable nature d'un conflit en cours. Car ils ne disposaient pas d'outils plus efficaces qu'un simple moulin à rumeurs. Les gens ordinaires manquaient souvent des moyens d'obtenir des informations fiables et complètes sur l'adversaire qu'ils étaient censés combattre, ou les véritables causes d'une guerre donnée, ou les coups de cachés que leurs dirigeants étaient prêts à supporter pour obtenir la victoire. Ils n'avaient souvent pas les moyens de résister à l'échelle de la société en temps réel. Qu'il s'agisse du discours public contre la guerre, de tentatives d'échapper à la conscription ou de désigner des chefs civils indépendants capables de plaider contre un conflit pour le peuple. Même récemment, lors de la Seconde Guerre mondiale, le plus grand et dévastateur conflit de l'histoire. La nouvelle de la mort de millions de personnes ne s'est propagée mondialement que bien après les faits. Cela n'avait pas d'importance, que ce soit en Russie soviétique, en Chine pendant la guerre contre le Japon ou lors de l'Holocauste orchestré par l'Allemagne nazie. Pour que les citoyens accèdent en temps réel à des informations détaillées sur les conflits impliquant leur nation. Ce changement a transformé la manière dont les nations, surtout les plus puissantes, s'engagent dans les conflits. Regardez comment le public américain a réagi à la guerre du Vietnam, puis lors des interventions en Irak et en Afghanistan. Observez comment le public russe a réagi à des conflits similaires, des mésaventures soviétiques en Afghanistan à l'intervention russe en Tchétchénie. La raison pour laquelle ces guerres ont duré si longtemps et se sont terminées de façon aussi peu concluante n'est pas que Washington ou Moscou avaient surestimé l'écart militaire entre eux et leurs adversaires. Si l'une de ces nations avait mené une vraie guerre totale dans ces conflits, la destruction aurait été bien plus dévastatrice et unilatérale. Mais cela ne s'est pas produit parce que, dans chaque cas, les opinions publiques américaines et russes, respectivement, ont réagi assez mal aux informations auxquelles elles avaient accès. Et elles ont choisi de faire pression sur leurs gouvernements respectifs, de manière à rendre très clair quel coût de la guerre le peuple était prêt ou non à accepter.
Aujourd'hui, les résultats sont encore plus frappants, du printemps arabe à la révolution mondiale de la génération Z. L'accès à l'information a radicalement changé la conduite des conflits, du conflit mondial en Ukraine et à Gaza aux puissances révélées pour leur rôle dans les guerres mondiales des ressources. Il y a une raison pour laquelle, à chaque acte d'agression horrible, comme la Russie justifiant l'invasion de l'Ukraine ou les forces de soutien rapide commettant un génocide à El Fasher, il est devenu tellement important pour les puissances belligérantes de contrôler le récit, à la fois en essayant d'empêcher la vérité de filtrer et en travaillant intensément à construire des versions des événements qui convaincraient encore les gens de soutenir leur cause. Ainsi, la guerre mondiale a évolué comme le suggère la question, passant des conflits ouverts à grande échelle à autre chose. Chaque fois qu'elles sont évitables. À la place, les nations préfèrent s'engager dans des conflits par procuration, des opérations clandestines, et s'appuyer beaucoup plus sur les capacités de troupes de combat hautement entraînées, spécialisées et prêtes à prendre des risques, comme les forces spéciales et les pilotes d'avions de combat, ou sur des systèmes sans pilote qui garantissent que le personnel militaire ne sera pas exposé au danger. Ces conflits surviennent de plus en plus dans des zones exploitées pour leurs ressources, où les populations ont moins de moyens de dénoncer la violence subie. Lors de conflits majeurs, les forces armées mondiales visent la victoire en imposant des coups francs clairs à leurs ennemis, pour atteindre un niveau de douleur et destruction inacceptable pour les citoyens envers leur gouvernement. Des guerres à grande échelle entre grandes puissances restent possibles, mais l'engagement est désormais plus difficile. Si cela doit arriver, les gouvernements devraient avoir une très bonne raison. Et il vaudrait mieux que leur population soit convaincue que la guerre est finalement dans leur intérêt, malgré les coûts. Si un monde n'arrive pas à cela, il serait alors judicieux de trouver une autre façon de mener cette guerre. Ou alors trouver un moyen d'accepter la possibilité qu'ils devront simplement accepter la défaite. Massacre au Brésil. Ensuite, Max Espagne nous demande de nous concentrer sur le Brésil avec cette question. Ce n'est pas vraiment une question, d'accord ? Une demande de couvrir la situation à Rio de Janeiro. En tant que Brésilien, je souhaite plus de compréhension. C'est triste de voir des gens soutenir en fait des terroristes à cause de la corruption et de l'ignorance. Pour ceux qui l'ont manqué, il s'agit d'une opération policière au Brésil le 28 octobre ayant causé le plus grand nombre de morts jamais enregistrés lors d'une telle opération dans le pays. Lors de raids militaires à Rio, 121 personnes, dont 4 policiers, ont été tuées. Au moins 99 d'entre eux ont été identifiés comme membres du Commando Vermelho, une organisation criminelle notoire appelée Commandement Rouge, un nom qui évoque un super vilain. Maintenant, comme la personne qui a posé cette question l'a sous-entendu, je vais la citer à nouveau. Il est triste de voir des gens soutenir en fait des terroristes à cause de la corruption et de l'ignorance. Et c'est une situation qui a suscité des réactions totalement opposées au sein de la société, aussi bien au Brésil qu'à travers le monde. C'est aussi une situation où plusieurs vérités coexistent. Le Commando Vermelho a toujours été impliqué dans des activités violentes et constitué une menace pour la société. Et en même temps, la conduite des forces de l'ordre brésiliennes laissait certainement beaucoup à critiquer. Le Commando Vermelho est le plus vieux syndicat criminel encore actif au Brésil, fondé sous la dictature militaire brésilienne dans les années 1970. Il a été impliqué dans tout, de la guérilla idéologique contre le gouvernement et le trafic de drogue à la contrebande d'armes, jusqu'aux guerres de cartels à travers le Brésil et ailleurs. Depuis 2013, Commando Vermelho a continuellement gagné en puissance. Notamment à Rio, où ils affrontent souvent les milices locales dans les favelas, qui disent s'organiser pour protéger leur communauté de la criminalité. Au cours des dernières années, Commando Vermelho est devenu beaucoup plus professionnel et s'est engagé dans des activités criminelles en expansion, selon les enquêteurs de l'État, ce qui a conduit à cette opération en octobre, sur ordre du gouverneur de l'État de Rio, Claudio Castro. Malgré la justification évidente des forces de l'ordre contre Commando Vermelho, la façon dont le raid s'est réellement déroulé peut être qualifiée de catastrophe, ou, comme l'a qualifié le président brésilien Lula da Silva, je cite, un massacre. Pour donner un peu de contexte, au début de l'opération, le 28 octobre, la police militaire et civile de Rio est entrée dans les favelas avec environ 100 mandats d'arrêt. Pas des mandats de mort, des mandats d'arrêt, ce qui implique évidemment que le but était, vous savez, d'arrêter des gens. Comparé à ces 100 mandats environ, le nombre actuel s'élève à 117 morts, sans compter les policiers. Pendant le raid, 133 personnes ont été arrêtées suite à des mandats improvisés. Pour être clair, ce n'était pas seulement un acte d'extermination des forces de l'ordre brésiliennes.
Il se dirigeait envers une zone où le commando Vermelho était connu pour posséder des armes lourdes et où certains ébranlants à aux dirigeants devaient être présents. Au début des raids, le commando Vermelho a vite dressé des barricades et allumé des incendies. Ils ont affronté la police lors d'escarmouches intenses, utilisant même bombes et drones. La police brésilienne a saisi plus d'1 tonne de drogue et arrêté plusieurs hauts commandants. Bien que le dirigeant de Command Over Melho, Edgar Alves de Andrade, ait pu s'échapper, il était présent lors de la descente. Bien que l'opération contre le commando Vermelho ait causé de nombreuses morts, ce qui s'est passé à Rio de Janeiro n'était pas un massacre de sang-froid. C'était aussi bien loin de ce qu'on attendrait de forces de l'ordre professionnelles dans une telle situation. Encore une fois, l'objectif ici était de capturer environ 100 de personnes, soit bien plus que le nombre de personnes tuées lors d'une opération que les forces de l'ordre brésiliennes ont choisi de mener de cette manière, tout en étant pleinement conscientes du risque de faire face à une résistance armée massive. Pire encore, ce sont les habitants de la favela qui ramassaient en des dizaines de corps. Selon le dernier bilan, 18 morts n'ont pas encore été identifiés comme combattants des deux camps. Avec une telle bataille, il est peu probable qu'il n'y ait aucune victime civile. La situation est difficile à concilier, car même avec du recul, chaque camp reconnaîtrait probablement certains problèmes dans ce qui s'est passé. Certains facteurs perturbateurs sont inévitables. Certes, la police brésilienne n'aurait sans doute pas dû tuer près de 120 personnes sans procès, mais ses partisans diront qu'il s'agissait de criminels menaçant la vie des forces de l'ordre. À l'opposé, bien sûr, Commando Vermelho était impliqué dans toutes sortes d'opérations criminelles. Mais néanmoins, les opposants à l'opération policière diront que les forces de l'ordre ont largement dépassé leurs limites et se sont livrés à un massacre généralisé de personnes qui avaient droit à un procès équitable devant les tribunaux. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que ces meurtres soient devenus une question politique très controversée. Fièrement soutenu par le gouverneur de Rio, Castro, le maire Eduardo País et d'autres membres de la droite brésilienne favorables à une politique de fermeté, tandis que le président Lula da Silva et d'autres dirigeants de la gauche brésilienne ont eu du mal à savoir comment réagir. Les Nations Unies, Human Rights Watch et d'autres groupes ont vivement critiqué les forces de l'ordre brésiliennes. Un sondage Atlas Intel révèle que près de 88% des habitants des favelas au Brésil ont approuvé les raids. Ce que vous en pensez en tant que personne extérieure, cela ne dépend que de vous. Ensuite, Arch Agarwal 2860 demande « Y a-t-il de nouveaux pays, hors des acteurs établis comme les États-Unis ou la Russie, que le monde devrait surveiller pour la montée d'un complexe militaro-industriel ?» La réponse à cela est oui. Oh, vraiment, tout à fait en fait. Nous l'avons déjà dit dans un autre épisode récent de Questions-Réponses, et nous le répétons, en ce moment c'est une très bonne période pour être un fabricant d'armes. Les nations du monde entier cherchent à reconstituer et à élargir leurs arsenaux. Les deux principaux exportateurs mondiaux, les États-Unis et la Russie, deviennent des partenaires bien moins attractifs pour les clients internationaux. L'Amérique, à cause de contrôles stricts à l'exportation et d'une confiance en baisse envers Washington, et la Russie, en raison des conséquences géopolitiques de l'association et de la capacité réduite de Moscou à fabriquer du matériel militaire avancé. Pour combler ce vide, 5 nations méritent votre attention. Surtout les 2 premières, les plus importantes à surveiller. Il s'agit de la Turquie au Moyen-Orient et de la Corée du Sud dans l'Indo-Pacifique. En ce moment, Séoul et Ankara font tout leur possible pour devenir de véritables puissances industrielles militaires de nouvelle génération, proposant toutes sortes d'équipements avancés dans ce but. La Turquie s'est imposée comme producteur de drones avancés à bas coût, ainsi que de missiles, véhicules blindés et aéronefs, dont son chasseur de 5e génération, le Khan. La Corée du Sud, quant à elle, a produit des modèles primés allant de l'artillerie lourde et des lance-roquettes multiples aux chars de combat principaux, en passant par des avions de chasse légers et avancés, des systèmes solaires et même de grands navires de guerre, tous construits à prix abordable et selon les normes OTAN. Ensuite, il y a une nation qui, sans favoriser son complexe militaro-industriel, devient l'exportateur de défense typique d'une superpuissance montante. Il s'agit de la Chine, dont les drones, avions, missiles, navires de guerre et véhicules blindés séduisent toujours plus ses clients à l'export. En Asie, la Chine vend des technologies militaires avancées à des partenaires comme le Pakistan et l'Indonésie. Dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, la Chine a développé d'importantes relations de défense en fournissant du matériel à bas coût à ces pays. Nous devons également prendre en compte l'Ukraine, où, en ce moment, la capacité industrielle de défense du pays est presque entièrement consacrée à soutenir son effort de guerre contre la Russie.
Bien que l'armement ukrainien ne soit pas encore proposé à l'international, il le sera probablement après la fin de l'invasion russe par une trêve ou un armistice. Grâce à ses capacités actuelles, l'Ukraine est maintenant un leader potentiel des exportations de défense. Elle regroupe des centaines de chaînes de production de drones que les partenaires internationaux souhaiteront découvrir. Après la guerre, attendez-vous à d'importantes commandes mondiales auprès de Kiev, surtout de l'OTAN, en collaborant aussi avec des startups ukrainiennes marquant de la défense pour associer l'expérience acquise en guerre à la capacité de leurs partenaires à concevoir et produire du matériel avancé. Et enfin, il faut saluer le Brésil, où, bien que les efforts indigènes du pays dans l'industrie militaro-industrielle soient encore en pleine expansion, la nation travaille à devenir un partenaire industriel militaire clé pour plusieurs leaders internationaux de la défense en même temps. Le Brésil cherche activement à accueillir des chaînes de production pour fabriquer du matériel militaire étranger, et ces efforts vont s'intensifier avec le temps. Les États-Unis peuvent-ils envahir le Nigeria ? Observant les conflits mondiaux depuis le Sénat en 1844, quelle est la situation au Nigeria ? Si les États-Unis s'impliquent, à quoi cela ressemblerait-il ? Aujourd'hui, nous n'aborderons pas en détail les conflits civils qui se chevauchent au Nigeria. Nous avons récemment publié un épisode sur Warfronts, expliquant la situation. Mais en ce qui concerne le rôle potentiel des États-Unis, dont nous n'avons pas vraiment parlé dans cet épisode précédent, la réponse serait sans doute une combinaison de plusieurs formes d'implication. Tout d'abord, comme c'est généralement le cas lorsque les États-Unis interviennent dans des conflits mondiaux, Washington fera probablement un usage intensif de sa puissance aérienne, à la fois pour regrouper les données de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou renseignement, surveillance et reconnaissance, et pour mener des frappes aériennes en soutien aux opérations nigérianes au sol. Deuxièmement, les États-Unis sont susceptibles d'envoyer des conseillers militaires, chargés essentiellement d'aider à la formation des soldats nigérians. Ils doivent faire eux-mêmes l'essentiel du travail difficile, mais peuvent profiter d'importants avantages au combat grâce aux enseignements des États-Unis. Enfin, les États-Unis pourraient pas choisir de mener des opérations de combat limitées en utilisant leurs forces spéciales asymétriques ou d'autres troupes d'opérations spéciales, comme Washington le fait régulièrement, bien que de manière très discrète, dans des zones de combat à travers le monde. Une occupation militaire massive du pays, comme en Irak ou Afghanistan, est hautement improbable, surtout avec l'administration actuelle. Et pour être clair, le Nigeria a au moins publiquement indiqué qu'il n'est pas nécessairement opposé à l'implication américaine. Après que Donald Trump a exprimé son intention d'une campagne militaire, les dirigeants nigérians ont accueilli l'aide américaine contre les insurgés islamistes, à condition que la souveraineté et l'intégrité territoriale du Nigeria soient respectées. Les informations provenant de l'intérieur du Pentagone laissent entendre que toute opération de plus grande envergure est peu probable. Le Nigeria n'était pas une priorité pour l'armée américaine avant les récentes déclarations de Trump. Tous ces groupes aéronavals, essentiels aux grandes opérations, sont déployés ou en maintenance ailleurs. Selon des rapports récents, les États-Unis vont probablement concentrer leurs efforts sur des groupes insurgés islamistes comme Boko Haram et la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et pourraient aussi détruire certains repères djihadistes, convois ou camps d'entraînement de façon limitée. Reste à savoir si cela suffirait à changer le cours des conflits au Nigeria. Mais au vu de la nature de ces insurrections asymétriques et d'autres similaires, il ne semble pas probable que des opérations limitées de ce type puissent inverser la tendance. Ensuite, quelques questions en coulisses sur les fronts de guerre. La première est de Nanana Natman. J'adore votre contenu, est-ce difficile de trouver des sponsors avec cette chaîne ? Vu les sujets évoqués, je suppose que la plupart des entreprises refusent d'être liées à la guerre, au génocide ou à la famine de masse. C'est une question pour moi, je dirais. Je veux dire, certains sponsors ne veulent tout simplement pas travailler avec ce genre de contenu, et c'est normal, mais il y a des sponsors qui l'acceptent, surtout ceux liés à l'actualité. Je pense que nous avons eu les formidables personnes de Ground Point News qui ont sponsorisé cette chaîne plusieurs fois. Il y a aussi des sponsors réguliers. De mon point de vue, nous avons une approche plutôt équilibrée. Ce n'est pas... Vous savez, on ne fait pas ça juste pour vous montrer des choses horribles. On fait ça pour vous informer sur ce qui se passe dans le monde. Et je pense que les sponsors voient surtout cela et, dans l'ensemble, ils sont en accord avec ça, ce qui est agréable. Scout Miaou 3819 dit « Toi et l'équipe de Warfront avez regardé certaines vidéos venant du Soudan. Est-ce que ça va ? Oh, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai entendu parler par les gars et je me suis dit « Bon, soyons honnêtes avec vous. » Personne ne pourrait regarder les vidéos que les Reporters sans frontières ont publiées sur le massacre d'El Fasher et aller bien après ça. Comme déjà mentionné dans ces Ask Me Anything, la plupart de l'équipe a ses propres stratégies pour gérer ces aspects du travail.
Mais parfois, tu te retrouves simplement à lire ou à regarder quelque chose qui reviendra te hanter au beau milieu de la nuit et qui ne quittera probablement jamais ta mémoire. Ce que nous dirons cependant, c'est que au moins notre équipe avait le choix. Le lendemain de la publication de l'article mentionné, notre correspondant en Afrique a assisté à une conférence de presse à l'ambassade du Soudan à Nairobi. Là-bas, la presse réunie a repassé certaines de ces mêmes vidéos que notre équipe avait déjà visionnées. Voici comment notre journaliste décrit l'ambiance dans la salle. Pour la plupart, c'était leur première fois face au carnage. Beaucoup de peur, d'appréhension et un sentiment général de « putain, c'est pire que je pensais ». Un gars a carrément dit qu'il aurait préféré qu'on nous donne le choix de regarder ou non. Je n'ose pas imaginer ce qu'ils ont ressenti. La vérité, c'est que quelqu'un doit regarder ces vidéos pour que le monde sache ce qui est perpétré avec le soutien clandestin d'alliés des États-Unis comme les Émirats arabes unis qui acheminent des armes vers les reporters sans frontières pendant qu'ils commettent leur génocide. Mais oui, c'est parfois difficile d'être celui qui doit regarder. Et notre dernière question, plus légère pour conclure cet épisode, nous vient de Dawolf 458. Quelle a été la raison la plus stupide ou la plus ridicule pour laquelle un conflit a éclaté ? Oh, je connais déjà ma réponse. C'était... Oh, au cas où un des autres gars le prendrait, parce que je n'ai pas vraiment de bonne option de secours. Match de football en Amérique du Sud, 2 pays, je crois que l'un d'eux était le Honduras. Peut-être. Il voulait presque aller en guerre. Un match de football a provoqué une forte colère générale, menant finalement à une guerre. C'était plus compliqué. Je me rappelle avoir pensé « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Bref, Evan dit que sa réponse doit absolument être la guerre de l'oreille de Jenkins. La guerre de presque 9 ans entre les empires britanniques et espagnols a été déclenchée en grande partie à cause de l'oreille gauche d'un certain Robert Jenkins. Au début des années 1730, des inspecteurs espagnols pouvaient aller contrôler les navires britanniques pour vérifier qu'ils ne faisaient pas de contrebande hors du commerce légal dans un contexte de conflit commercial et colonial plus large. En 1731, des douaniers espagnols ont inspecté le navire Rebecca, trouvé du sucre de contrebande et coupé une partie de l'oreille du capitaine Robert Jenkins. À une autre époque, la réputation de l'oreille aurait pu causer un conflit plus limité. Jenkins a perdu la mauvaise oreille au mauvais moment, car en 1731, alors que les Tories cherchèrent à prendre le pouvoir et à agir plus fermement contre l'Espagne. Dans cet effort, Jenkins est devenu central à la Chambre des communes, et le sort de son oreille a aidé à mobiliser le soutien et à justifier l'engagement militaire. La guerre ne commencerait que 8 ans plus tard, mais lorsqu'elle éclata, elle entraîna plus de 30 000 victimes, toutes parties confondues. Je vais le dire franchement, et peu m'importe si c'est controversé, l'oreille gauche de Robert Jenkins n'aurait tout simplement pas dû avoir autant d'importance. Pauvre Robert, dit Maurice, je trouve surprenant que la guerre franco-prussienne, qui a bouleversé le monde, ait débuté pour une légère impolitesse de l'ambassadeur français envers le roi de Prusse. En cure à Ims, l'ambassadeur a abordé Guillaume Ier pendant sa promenade pour demander à Berlin d'arrêter d'intervenir dans la succession au trône d'Espagne. L'interaction réelle était assez glaciale, mais ce qui a transformé cela en guerre, c'est Otto von Bismarck qui a publié une version éditée des événements dans la presse, donnant l'impression que l'honneur français et la monarchie prussienne avaient été irrémédiablement salis. Le Second Empire français, sous Napoléon III, finit par déclencher une guerre qui aboutit à la capture de Louis-Napoléon, le siège de Paris, l'unification de l'Allemagne et une humiliation française telle qu'elle mènera plus tard à la Première Guerre mondiale. Donc, si vous souffrez d'anxiété sociale, rassurez-vous, vos maladresses n'ont pas encore causé la mort de millions d'Européens. Merci de regarder.